Plutôt que de choisir un tableau, j'ai voulu choisir un lien entre deux tableaux qui se trouvent dans cette collection. C'est Gelée blanche de Pissarro, 1873, et Caillebotte, les raboteurs du parquet, 1875. Il y a une communauté de faits qu'ils partagent, que ce soit la perspective, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comment ils se présentent à notre regard. Il y a une correspondance entre les lignes des sillons et les lames de parquet. Et ils ont aussi cette chose qui, pour moi, ça fait un peu écho à cette notion de Duchamp, qui est le flamens, la plus infime des intervalles et la moindre des différences. Cette couche très fine, la gelée blanche dans le Pissarro, ou cette couche fine de l'usure du bois, cette patina du temps qui est retirée par les ouvriers avec les lames du parquet renouvelées. Et en fait, à la fois, ces deux couches fines, c'est un peu aussi comme des vis de forme, parce qu'elles remettent en question des qualités de la peinture elle-même, notamment dans le cas de Pissarro, cette semi-transparence blanche qui est à la fois un peu timide, mais à la fois elle est très intimidante vis-à-vis de ce qu'elle cache derrière elle, de ses couleurs, de ses gestes, de ses couteaux qui sont à la fois un peu, j'associe à des acquis de cette période-là, de ce qui allait devenir des acquis de cette période. Même si ici c'est un extérieur et de l'autre côté c'est un intérieur, il y a un point très fort parce qu'ils sont représentés de façon assez identique, que soit même la direction de le point de fuite, cette semblance entre les lignes qui sont là et les lames du parquet dans le caillebotte. Cette gelée blanche, elle s'applique sur un paysage qui est totalement fermé, qu'on dirait que l'air ne bouge pas. Il est tellement bouché comme paysage que ça devient un paysage d'intérieur. Il y a cette dimension de la gelée qui a cette qualité à la fois, n'est-ce pas seulement de la froideur, mais il y a quelque chose au regard qui le rend cet effet que je le préfère, dans le mot que je préfère en anglais, c'est le numbing, qui assomme le regard. À la fois, ce sont deux peintures, deux tableaux qui se suivent dans les quelques années à la suite d'un conflit qu'on appelle le conflit avec l'Allemagne, que c'était une guerre sans vraiment que ce soit une guerre. C'était une mêlée de mouvements de troupes et de sièges, mais sans qu'il y ait eu vraiment des fronts. Je vois dans ces détails indicibles, au premier regard, sans une grande importance, je vois justement des nouveaux fronts, des nouvelles insignes de l'avenir qui commencent à s'opposer. Zola, qui aurait dit dans une critique de ce tableau que c'est un tableau très bourgeois à force d'exactitude. On dit très souvent de Caillebotte qu'il serait insoucié de tout ce qui est le discours social et politique, mais je dirais quel rapport plus politique aux choses que justement de se soucier de représenter le travail avec cette exactitude qui est la forme que ça prend et les gestes que ça produit. Et notamment, dans ce cas-là, le geste des mains, l'exactitude des outils qui sont utilisés. Que ce soit ce détail ou que ce soit les auteurs, les artistes qui les ont créés, ils sont vraiment pas souciés, ils ne se soucient pas de la façon comment ils seront compris ou comment ils seront mis en rapport avec l'histoire, s'ils seront compris dans l'immédiat ou s'ils seront compris dans le lointain. Et je pense qu'il y a tout ce potentiel d'une lecture autre de l'histoire qui est celle des détails qui n'essaient pas à toute force de servir à une narration, qu'ils gardent leur narration pour qu'ils soient compris plus tard. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants doux, comme les hautbois verts, comme les prairies et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.